Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'évolution, de morphologie et de performance. Alors, je fais cette petite vidéo parce que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé une vidéo qui actuellement est virale sur Insta et aussi sur Facebook, où on voit des massages effectués à un rite, une danse traditionnelle, plutôt des sauts traditionnels, où on les voit rebondir d'une façon très impressionnante, faire du saut en hauteur pieds joints, et on voit après un Européen qui essaye de faire comme eux, qui n'y arrive pas, et on voit que le Maasai est monté sur ressort. Alors, pour quelles raisons les Maasai sautent-ils aussi bien? Alors, je vais vous montrer ce petit film qui est impressionnant, qu'on peut voir ici, j'espère qu'il va passer. Il parle de pliométrie, bien sûr, vous voyez. Il est très très impressionnant ce Maasai, ils font tous la même chose. Et là, vous avez un Européen qui arrive, un Américain ou un Nordique, vous voyez, et il ne saute pas. Et lui, il s'écrase comme, comme une crêpe là au sol. Et on voit qu'il n'arrive pas à rebondir, qu'il arrive juste à se propulser et qu'il ne rebondit pas. Alors que le Maasai, lui, est en rebond. Alors pourquoi le Maasai rebondit de cette façon-là alors que l'Européen ne peut pas? Alors est-ce que c'est une question technique ou est-ce que il y a une morphologie, une génétique derrière? Alors oui, il y a une morphologie et une génétique derrière, et les Africains en général et les Africains subsahariens, alors c'est vaste l'Afrique, particulièrement les Sahéliens, ont une capacité de restitution de l'énergie cinétique dans leurs tendons, et ils ont de très longs tendons, en général des mollets relativement courts, et ils sont très tendineux, et ce qui leur permet de courir vite, donc d'utiliser l'énergie cinétique pour rebondir à chaque fois, et d'utiliser moins la propulsion musculaire. Alors évidemment, à haut niveau, s'ils font du sport, ils vont utiliser la propulsion musculaire, la contraction musculaire, mais aussi l'énergie cinétique accumulée dans ces tendons. Alors pourquoi les Maasai, pourquoi les Africains subsahariens ont-ils cette particularité que les Européens, qui sont en vérité des Africains, qui sont montés au nord et qui se sont adaptés à des climats plus froids, ont perdu? Pourquoi l'Européen n'a pas conservé cette particularité de pouvoir courir bien plus vite, grâce à la restitution énergétique, à la restitution de l'énergie cinétique qui sera accumulée dans les fibres tendineuses de son membre inférieur? Pourquoi il n'a pas conservé ça et pourquoi, justement, les Africains le conservent? Alors vous allez comprendre que tout ça est lié à des adaptations, à des climats chauds et des climats froids. Si l'Africain rebondit, comme le Maasai rebondit, c'est qu'il est programmé pour être le plus économique possible quand il se déplace, pour ne pas monter en chaleur, parce qu'on sait très bien que, globalement, c'est approximatif bien sûr, une contraction musculaire entraîne 30% de l'énergie utilisée dans le mouvement et 70% qui sera dissipée en chaleur. Et cette chaleur, sous un climat chaud, peut entraîner une surchauffe de l'organisme, une fatigue, et surtout la dégradation des organes et principalement du cerveau, et l'individu peut mourir. Et tout est fait donc pour éviter de monter en surchauffe, et le déplacement le plus économique en Afrique, c'est un déplacement bien sûr qui va se faire par amorçage de la contraction musculaire, mais avec un maximum de restitution d'énergie dans les fibres tendineuses, l'énergie de la chute, l'énergie cinétique, qui vont être une restitution énergétique au niveau moléculaire. Il va y avoir, ça va faire comme un élastique, quand le corps va tomber, l'élastique va se tendre au sol, dans les jumeaux, les solaires, et aussi les muscles de l'arrière de la cuisse, le semi-membraneux, semi-tendineux, qui portent bien leur nom, puisqu'ils sont tendineux et membraneux, en réalité, pour récupérer l'énergie cinétique et te repropulser vers l'avant. Donc, il est plus économique de récupérer cette énergie cinétique que de produire un déplacement uniquement par contraction musculaire, par contraction du bloc moteur. Donc on va être comme un ressort, si vous voulez, quand on est au sud. Pas à la base pour
courir vite, mais pour éviter de monter en chaleur, ce qui est le principal problème. Alors, tous les, tous, tous les vertébrés supérieurs à sang chaud, hein, donc les vertébrés, tous les animaux à sang chaud qui vivent au sud et au nord, quand ils font partie d'une même espèce, il y a des règles qui font que leur morphologie varie en fonction de leur localisation dans un climat chaud et dans un climat froid. Alors, on appelle ça les règles de Berman et règles d'Allen, je vais vous en parler, et après je vous parlerai de la règle de Lavier qui peut y être associée, qui a été oubliée et pas vue. Donc ces règles devraient s'appeler la règle de Berman et d'Allen. Elle s'appelle la règle de Berman et d'Allen, mais on peut l'appeler la règle de Berman, d'Allen et de Delavier, puisque j'ai découvert ça, personne ne l'avait découvert, et je l'ai expliqué depuis des années. Vous verrez, c'est très simple à comprendre. Je suis le pionnier là-dedans, et maintenant les découvertes scientifiques commencent, les études scientifiques plutôt, commencent à venir apporter des preuves à ce que je disais, mais je le disais, moi, il y avait déjà les preuves, puisqu'il suffisait d'observer et de connaître la résistance des tissus pour en tirer une déduction logique, et tu n'avais pas besoin d'un grand laboratoire, hein, tout ça est déjà connu. Donc je vous parlais de la règle de Berman et la règle d'Allen. Alors la règle de Berman, c'est des adaptations, tout ça au chaud et au froid, hein, c'est très important, et c'est ça qui régit en grande partie notre morphologie, et c'est un des facteurs les plus influents sur notre structure, et c'est un des facteurs qui a le plus influencé la structure extérieure des êtres vivants, des humains, c'est ce rapport au climat, ce rapport au milieu, et surtout ce rapport au chaud et au froid. Alors la règle de Bergman, hein, c'est la règle de Bergman est en zoologie un principe observé au sein d'une clade, donc d'une espèce, qui corrèle la température de l'environnement avec le ratio surface-volume du corps chez les animaux endothermes. C'est ceux qui produisent de la chaleur, et homéothermes, c'est ceux qui maintiennent une chaleur constante. Ceux dont la température intérieure est indépendante du milieu. Ce qui fait qu'on s'est aperçu que dans une espèce, plus une espèce vit au nord et plus une espèce vit au sud, dans le même clade, on va dire, les individus vivant au sud seront plus élancés, hein, avec des membres plus grands et une forme plus élancée, avec une surface de peau, hein, extérieure plus importante une surface de peau importante par rapport au volume intérieur. Tout ça parce que plus tu as de surface extérieure, plus tu vas par homéothermie passer ta température, on va dire, à l'extérieur, surtout si tu transpires. Alors si tu transpires pas, c'est l'inverse, hein. Tu vas monter en surchauffe et tu vas bien sûr mourir. Mais si tu transpires, c'est efficace parce que ça va permettre d'évacuer toute la chaleur interne et de la dissiper vers l'extérieur, hein, pour éviter de monter en surchauffe dans un climat chaud. C'est un peu le principe des ailettes sur les radiateurs des motos, vous savez, hein, pour éviter une surchauffe justement du moteur, hein, le refroidissement. Vous voyez, on voit sur les moteurs des motos, il y a un refroidissement à ailettes, hein, souvent, vous voyez les moteurs, les anciens moteurs, c'était pour ce refroidissement à air avec le contact avec l'extérieur, un maximum de contact pour évacuer la chaleur intérieure, donc l'agitation moléculaire, vers l'extérieur, éviter une surchauffe du moteur. C'est pareil chez les hommes, c'est un maximum de surface de peau pour un minimum de volume intérieur, permettant d'évacuer la chaleur vers l'extérieur, bien sûr, associée à la transpiration et à la sudation, qui sont une particularité humaine, hein. Les animaux à poil, en général, évacuer la chaleur par la bouche, hein, et ont une couche de poils protectrice, hein, qui va faire une couche de poils qui va protéger du chaud, un peu comme en Afrique, les cheveux crépus des Africains sont connus pour être une couche d'air protectrice pour protéger le cerveau d'une montée en chaleur, hein. C'est pas pour y mettre des branches dedans et passer inaperçu, non, c'est pour maintenir une couche d'air protectrice pour éviter la surchauffe du cerveau en plein soleil. Donc c'est extrêmement efficace. Donc on voit que tout ça, ce sont des particularités. Puis on peut s'apercevoir que les massages sont très longilignes, très
très longiligne. Alors ça, en plus, parce qu'ils boivent du lait, ce sont des pasteurs, un peu comme les Dinka et les Peuls, qui ont justement cette enzyme lactase, donc des mutations permettant de conserver cette enzyme lactase, la production d'enzyme lactase à l'âge adulte pour digérer le lait. En général, on le perd. Et on retrouve ça au nord chez les Nordiques, particulièrement chez les anglo-saxons, anglais et saxons, qui sont les peuples qui boivent du lait depuis des millénaires, donc qui ont généré une sélection des individus qui n'avaient pas de diarrhée à l'âge adulte, parce qu'on perd cette capacité à boire du lait. Donc ceux qui maintenaient justement par cette mutation la capacité de boire du lait étaient en meilleure santé, pourraient mieux se reproduire puisqu'ils avaient un accès à la calorie plus importante et le lait apporte beaucoup de calcium, donc sélection sur les gens grands et longs, un peu comme on voit les Maasai. Donc partout vous avez des gens grands et longs, c'est parce qu'ils boivent du lait donc avec des longs membres, c'est souvent parce que ce sont des peuples qui ont vécu longtemps avec beaucoup d'apports caloriques et calciques dû à cet apport de lait qui est un supplément faisant grandir à cause du calcium. Voilà, donc on retrouve ça en Afrique, on retrouve ça dans les pays baltiques, autour de la Baltique, où il pleut beaucoup, il y a des vaches qui fournissent tout le temps du lait, parce qu'ils mangent beaucoup d'herbes, il y a beaucoup d'herbes grasses, donc ils peuvent boire du lait en permanence, donc être grands, puisqu'il n'y a pas de sélection sur les petits, il y a tout le temps de la calorie, et en plus du calcium, donc ce qui permet aux individus qui ont des mutations pour la prolifération de cellules osseuses d'atteindre leur taille maximum et de ne pas être éliminés en cas de manque de calcium ou de manque de nourriture. Donc le lait apporte un apport constant de calories et de calcium qui permet de sélectionner des peuples grands. Voilà, donc ça fait des grands. Mais en Afrique, on est plutôt longiligne, sans être grand forcément, pour justement évacuer la chaleur. Et si là-dessus tu rajoutes le lait, tu deviens comme un Maasai très grand et tu sautes très bien. Et en plus, tu auras des longs tendons. Alors après, il y a la règle d'Allen. La règle d'Allen est une règle biologique empirique posée par Joel Asaph Allen en 1877. Elle dispose que les organismes homéothermes, donc ceux qui produisent de la chaleur, des climats froids, ont habituellement des membres et appendices plus courts que les animaux équivalents des climats plus chauds. Alors ça va avec la règle de Bergman. Bergman, c'est plus tu es au nord, plus tu es volumineux et avec une forme de boule. Et la règle d'Allen, c'est plus tu vas être au nord, plus tu vas avoir des appendices courts, donc des membres plus courts, des oreilles plus courtes, des nez plus gros. C'est pour éviter de geler, puis c'est pour éviter aussi que ces appendices vascularisés transmettent à l'extérieur la chaleur du corps et que tu refroidisses au froid, particulièrement en hiver. Donc la règle de Allen et la règle de Bergman vont l'une avec l'autre. Moins d'appendices extérieurs, moins de membres longs, ça fait moins de surface de peau et moins de surface de peau vascularisée qui passerait la chaleur externe produite par l'individu à l'extérieur. Parce qu'on peut s'apercevoir que le grand problème des individus endothermes et homéothermes, produisant de la chaleur et en même temps la maintenant comme nous à 37 degrés ou à 36 ou à d'autres, il y en a d'autres qui peuvent varier, c'est qu'il faut être quand même économique sur la chaleur que tu produis, particulièrement en hiver, parce que cette chaleur, c'est de l'énergie, de la calorie, et il faut aller la chercher, et ça coûte cher d'aller chercher cette énergie. Donc il faut l'économiser, quand on est au chaud, et il faut aussi la produire pour se réchauffer. Aussi, vous allez voir qu'il y a la règle de Lavier. Alors c'est intéressant de comprendre ça, de comprendre que nous sommes formatés par le climat et quand nous arrivons au nord, nous avons des formes bien particulières. Alors je vais vous montrer un peu les schémas que j'ai faits, je vous montrerai après. Je vais d'abord vous parler de la règle de Lavier. Alors ensuite, il y a une troisième règle que les gens ont oubliée, c'est la règle de Lavier. Ce n'est pas la règle qui est faite pour conserver la chaleur ou la dissiper, comme la loi de Bergman-Allen. C'est la loi qui est faite pour soit produire de la chaleur au nord, soit ne pas en produire au sud, ce qui est différent de la loi de Allen et Bergman, qui sont des lois passives en vérité, mais il y a aussi des lois qui sont actives, en tout cas au nord, et qui sont passives au sud. C'est le fait de produire de la chaleur au nord pour se réchauffer
et ne pas en produire au sud. Et vous allez voir que c'est cette règle qui fait les champions. Et c'est tout le temps intéressant de comprendre ça. Alors, je vais vous montrer, hein, vous qui allez en salle de gym ou vous qui êtes observateur, vous êtes aperçu que les Africains avaient des membres plus grands, plus longilignes que les Européens. Alors s'ils sont plus longilignes, ils ne sont pas forcément plus grands, hein, à part les Nordiques qui boivent du lait. Hein, et bien sûr, quand on met du lait chez des longilignes de base comme les Africains, bah, ça va faire des peuls, hein, des pasteurs, hein, qui sont pasteurs peuls, ou d'Inca, où on a des grands basketteurs d'Inca, ou bien même les Maasai qui sont très grands parce qu'ils boivent du lait. Alors, vous pouvez avoir des morphologies, je vais vous montrer un peu ce que c'est qu'une morphologie au nord et au sud, pour une taille identique, hein, c'est dans l'éveil des consciences, vous allez voir. Alors, vous avez des individus de taille identique. Là, vous avez un subsaharien qui est dans un climat chaud, hein, donc très long. Hein, on voit la règle de Bergman et d'Allen qui s'exprime ici. Hein, et là, vous avez un Chinois, hein, à côté, un Asiatique, ça pourrait être autre chose, mais globalement, quelqu'un qui est au nord, donc membre court pour une même taille, jambes moins longues, buste court, buste plus long ici pour y loger du gras viscéral en général pour survivre l'hiver. Maintenant, il y a des supermarchés, mais pendant très longtemps, il n'y avait pas. Hein. Donc, on voit des morphologies particulières avec longiligne et bréviligne. Ça va même jusqu'à la largeur d'épaule. En général, ils sont un peu plus larges d'épaule au sud pour compenser les grandes oscillations des jambes, puisqu'on a des grandes jambes. Hein. Donc, ça fait des morphologies différentes. On voit que ça joue, hein. Vous avez une explication typique de la règle de Bergman et d'Allen, mais vous avez aussi la loi de Lavier, qui est la loi de production de chaleur au nord et d'économie de chaleur au sud, dans la production, dans le déplacement. Et vous allez comprendre, vous avez observé déjà les mollets des Africains, les mollets des Européens. Souvent, les Européens ont des gros mollets, hein, qui descendent très bas, et les Africains ont des petits mollets, tout tendineux, avec des petits jumeaux en haut. Donc, et on dit, mais merde, comment c'est, vous qui faites du bodybuilding souvent, qui me dites, mais pourquoi j'ai ces mollets-là, j'arrive pas à les faire grossir? Tout simplement parce que toi, tu es en restitution tendineuse, et toi, tu es d'origine nordique peut-être. Alors, il y a tout, et les Camerounais ont des gros mollets, par exemple, il y a des variations en Afrique, hein, bien sûr, mais globalement, on se retrouve avec des variations faites pour soit ne pas produire de la chaleur, soit pour en produire. Et vous avez là deux types de mollets. Alors ça pourrait être des Européens, j'ai mis un Néandertalien, mais ça pourrait être aussi un Européen du Nord. Et vous avez ici un subsaharien, hein, et vous avez ici donc un tibia plus long, hein, donc un membre plus long, hein, c'est la loi de Bergman et Allen, hein, c'est la loi d'Allen, hein, ça. Donc un membre, des membres plus longs, hein, pour en réalité évacuer la chaleur, hein. Et aussi chez l'homme, hein, comme il se déplace avec son membre inférieur, il est bipède, vous avez un muscle plus court et un très long tendon, donc un petit muscle qui est là, avec un levier ici, voilà, un levier de meilleure qualité, hein, pour pouvoir produire et pour pouvoir étendre la jambe avec ce membre plus court, et aussi un long tendon ici. Donc ça vous fait quelqu'un qui est très puissant quand il court. Au début, le démarrage n'est pas très bon, et dès qu'il commence à faire défouler, il va récupérer l'énergie cinétique dans ses tendons et aussi dans ce tendon plantaire. Bien sûr, on a sa aponévrose plantaire qui joue comme un ressort, tout ça, pour rebondir comme un Maasai, comme vous les avez vus, hein, par énergie cinétique. Donc plus il saute, plus il va sauter haut jusqu'à la résistance du tendon qui va péter. Et là, vous avez un nordique, et un nordique a un mollet qui est fait, non pas pour courir vite, mais pour produire beaucoup de chaleur, donc être peu efficace, mais très fort, hein, donc il ne va pas être très, très fort, hein, mais une forte contraction musculaire va entraîner un petit mouvement, hein, donc quand il va marcher, vous voyez que l'arche plantaire est en général plus courte pour mettre le calcanéum un peu plus incliné, avec un moins bon levier pour rendre avoir un muscle plus volumineux pour produire le mouvement musculaire, hein, pas pour se déplacer rapidement, mais tout simplement pour produire de la chaleur par une forte contraction des jumeaux, donc du triceps sural. Donc ça, c'est un muscle qui est fait pour produire de la chaleur. Ça ne fait pas des muscles de coureur, c'est pas bon pour ça, hein, et ça ne récupère pas l'énergie dans les tendons. Par contre, vous vous déplacez avec un chauffage central si vous mangez assez, hein, comme un Néandertalien, vous pouvez manger beaucoup, hein, pour justement
compenser et se chauffer l'hiver quand il se déplaçait et pas geler quand il allait chasser. On voit la même chose aussi en Europe, hein, quand vous vous déplacez, les Allemands du Nord, les Slaves et les Inuits, les Sibériens ont tous de gros mollets comme les Asiatiques. Bah, ce sont des adaptations froides pour produire de la chaleur. Donc un mollet pas super efficace pour la course, mais qui est très efficace pour produire de la chaleur. Alors, je vous montre aussi les différentes morphologies, hein, Ray, Berman et Allen, hein, vous avez un néandertalien, un africain. Là, je n'ai pas fait les mollets, mais il a les mollets qui sont très longs et très tendineux. Hein, et vous avez bien sûr des membres inférieurs très musclés, c'est pas fait pour la course, hein, c'est fait pour, et des membres courts, hein, c'est fait pour produire de la chaleur. Et là, des membres où le bloc moteur est vers le haut, hein, pour marcher, mais utiliser tout le bas de la jambe en récupération énergétique pour éviter de monter en chaleur sous climat chaud et en général des épaules plus larges pour contrebalancer les grandes oscillations des membres. Hein. C'est pour ça qu'on voit des fois sur Internet, les Blacks ont les épaules souvent plus larges et très développées. C'est pour ça, pour contrebalancer les jambes en général plus longues que les jambes des Européens, sauf bien sûr les adaptations au lait qui ont favorisé la pousse au niveau des cartilages de conjugaison, hein, des membres inférieurs, particulièrement chez les Nordiques, chez les Baltiques, les habitants de la Baltique, qui sont des pasteurs depuis plusieurs milliers d'années, hein, qui boivent du lait de vache en permanence et qui grandissent, c'est comme les Dinkas, les Peuls, hein, dans des milieux chauds. Donc ça fait des gens encore plus grands, plus longilignes chez les Africains, et ça fait des gens longilignes chez chez les Écossais, chez les Islandais, bien sûr, comme vous pouvez voir, hein, les strongmen, ce sont des mecs extrêmement forts et longilignes en général, même si des fois ils peuvent paraître courts, ils sont en vérité extrêmement longilignes. Regardez Thor, la montagne, hein, c'est un mec énorme et long, hein, il était basketteur à la base et en plus bouffeur de lait avec une capacité à manger beaucoup, pas de sélection sur les petits. Donc c'est très intéressant de comprendre tout ça. Voilà, hein, membre d'un subsaharien, membre d'un Européen du Nord, un Inuit par exemple, un gros mollet. Non, mais l'Inuit est encore plus gras que ça. Hein. Tu vois, je les ai fait un peu secs. Voilà, c'est un peu comme ça, tout en tendon en bas et le bloc moteur vers le haut. C'était pour montrer Sapiens Néandertal, mais c'est la même chose avec ça. Donc voilà, c'est toujours intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Alors, il y a eu des études récentes qui ont été données. Vous allez voir que les performances chez les Africains, et là je parle des Maasai, mais les Maasai sont une extension des Africains, si vous voulez, dans la capacité à sauter très haut, puisqu'ils sont en plus des buveurs de lait, hein, donc c'est double effet, hein, pour être longiligne, déjà africain, au chaud, adaptation au chaud, et en plus buveur de lait, mais vous avez des adaptations moléculaires, hein, au niveau des tendons qui font que les tendons des Africains sont en général plus tendus que les tendons des Européens, puisque l'Européen, son but, c'est pas d'être économique et de rebondir quand il marche, parce que c'est pas évident, quand il fait froid, ça va pas produire de chaleur, il faut être le moins économique possible et le plus dispendieux en énergie, hein, c'est ça, hein, pour réchauffer l'hiver, quand il n'y avait pas de super bonnes chaussures, pas de chauffage central et pas de nourriture abondante, on était obligé de chasser, hein, donc il fallait produire dans un climat surtout glaciaire, hein, comme nos ancêtres ont vécu, hein, donc des adaptations terribles, avec des sélections drastiques pour avoir ce type de morphologie, hein, et ces mollets particuliers. Et on s'aperçoit que les Africains ont, eux, des tendons beaucoup plus tendus, en général, que les Européens. Il y a des études génétiques qui ont été faites récemment, et les gens n'avaient pas compris, hein, puisque je dois corriger des fois les chercheurs. Ils ont fait une étude en disant qu'il y a une mutation qui avait eu lieu en Afrique, qui est une mutation favorable à la modification des globules rouges pour ne plus, éviter le plasmodium, donc ce qui génère le paludisme, la maladie, le paludisme, ce parasite, pour que les globules rouges se modifient pour que le plasmodium ait moins de possibilités d'infecter l'organisme. Donc il y a une modification génétique, hein, par un gène de la forme des globules rouges, et cette mutation entraîne aussi une rigidité des tendons, et d'après l'étude, c'est parce qu'il y a eu une adaptation
ce pathogène qui décimait les populations, qui a permis une modification des globules rouges, qu'en même temps, ils se sont retrouvés avec des tendons plus tendus, hein, ce qui leur a permis de courir plus vite et de faire les champions. Alors non, ils se sont trompés, pas dans la mutation, ça j'aurais pas pu le trouver bien sûr, mais ils se sont trompés dans l'ordre des choses. La première cause de mortalité en Afrique, à la base, c'est pas le plasmodium, hein, qui génère le paludisme, c'est la montée en chaleur, et ce sont des mutations tardives, hein. Et on peut dire que cette mutation est une mutation qui est plus ancienne quasiment que le paludisme, hein, puisque le paludisme en Afrique se développe principalement avec l'arrivée, alors il existait, il était là, hein, endémique, avec l'arrivée de l'agriculture, puisque ça va faire des champs et du passage pour les anophèles, c'est-à-dire les moustiques qui transmettent ce pathogène, ce parasite, et qui génère cette maladie qui est le paludisme. Donc c'est antérieure, cette mutation pour les tendons est antérieure à ça, elle a comme avantage de te rendre plus résistant au paludisme, mais avant tout, elle est faite pour te rigidifier les tendons pour pas monter en surchauffe, puisque la première cause de mortalité, si on y réfléchit bien en Afrique, c'est pas le paludisme qui est arrivé après avec l'agriculture, c'est avant tout la montée en surchauffe qui est de base le problème que tu rencontres quand tu es un Africain d'Afrique. Nous sommes tous issus d'Afrique, mais nous avons perdu ces qualités, ces mutations. Donc, les tendons rigides sont aperçus parce qu'ils se sont aperçus que les champions jamaïcains avaient ces mutations qui touchaient les globules rouges, mais qui touchaient aussi la rigidité des tendons, et ce qui en faisait des champions. Et moi, je suis obligé d'expliquer que l'analyse qu'en ont faite les scientifiques est fausse pour simplement des raisons de temps, hein, puisque c'est d'antériorité, c'est le premier problème, c'est la montée en surchauffe et pas le paludisme qui vient après avec le développement de l'agriculture, avec les trouées faites par les agriculteurs qui permettent les déplacements des anophèles et la contamination d'un maximum d'individus. Voilà, c'est très intéressant à comprendre. Et la même chose a été faite, je l'avais dit depuis longtemps, on s'était foutu de ma gueule, mais c'est dans mes livres, j'avais expliqué que ces adaptations au chaud et au froid, ça fait ça qui fait un champion de sprint ou pas, hein. Il court vite, pas parce qu'il est fait pour courir vite, hein. La grande erreur, c'est de croire qu'un Africain court vite parce qu'il est sectionné, pour les gens un peu primaires, pour fuir un lion ou attraper une gazelle. Non, pas du tout. Il est fait pour ne pas monter en surchauffe, donc être économique quand il se déplace, hein, donc ne pas produire de chaleur, puisqu'on sait que globalement, à peu près, la contraction musculaire entraîne 30% pour le mouvement et 70% de l'énergie, 30% de l'énergie utilisée dans la contraction, utilisée dans le mouvement, et 70% est produit et dissipé en chaleur. Donc, t'imagines si tu produis beaucoup de chaleur pour te déplacer avec des gros muscles peu tendineux en Afrique, tu vas mourir de chaud, hein, et un Européen qui va marcher des kilomètres va faire une surchauffe, surtout qui ne transpire pas en plus comme un Africain. Ce n'est pas du tout les mêmes adaptations. Et pareil, un Africain au froid va se refroidir beaucoup plus vite, ne va pas réussir à réchauffer ses membres inférieurs et va même se faire des claquages. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous êtes des footballeurs, hein, quand vous êtes des sportifs de haut niveau black, vous qui me regardez souvent, hein, faites très attention, vous n'êtes pas des blancs et vous devez vous chauffer beaucoup plus vite parce que vous produisez moins de chaleur dans les membres inférieurs. Par contre, vous courez beaucoup plus vite à partir du moment où vous avez pris un élan, hein, alors qu'un Européen va démarrer très vite un sprint, hein, mais va pas le finir, alors qu'un Africain va démarrer un tout petit peu moins vite, mais va rebondir et va te mettre 5 mètres dans la vue à un blanc. Alors, il y a des blancs qui sont très forts et très performants, mais globalement, ça se passe comme ça. Donc, c'est toujours intéressant de comprendre ça. Alors, d'autres recherches scientifiques ont été faites et viennent corroborer ce que je dis depuis des années. Donc, je mérite un prix, pas le prix Nobel là-dessus, mais un grand prix, ou faire la couverture de Science. Normalement, je devrais le faire, mais je ne suis pas dans un labo en France. En Amérique, il m'aurait pris direct. En France, il faut passer par le système universitaire. Mais ce n'est pas grave, je vends des millions de livres et je suis une référence, hein. Des études japonaises ont étudié les mollets qu'ils avaient sous la main par imagerie médicale, bien sûr, on peut le faire maintenant, hein, de coureurs
Kenyans et de coureurs japonais, donc les Japonais adaptés au froid, donc ce sont des migrations sibériennes qui viennent là-bas, qui se sont adaptés avec des hivers relativement rigoureux quand même, et donc qui doivent produire de la chaleur avec les mollets. Ils courent très bien les Japonais, ils ont même des champions juniors, mais en senior c'est plus dur puisqu'ils ont le développement massif du membre inférieur qui fait que quand ils prennent du volume et de la maturité, ils performent plus, c'est fini. Alors que les Africains, eux, leur bloc moteur est au niveau des fesses, pas des tendons, donc ils vont prendre un bloc moteur pour courir plus vite, plus près du centre de gravité, et pas alourdir leurs membres inférieurs quand ils vont prendre de la maturité du muscle. Donc c'est pour ça qu'on a souvent des Japonais qui performent quand ils sont jeunes et qui ensuite ne peuvent s'arrêter d'un coup parce que justement la prise de muscle va se faire sur le membre inférieur et vers le bas et pas vers le haut comme l'Africain. Ils vont avoir des laisses de cheville. C'est pas top quand tu es un champion. Donc ils ont étudié japonais et Kenyans, ils les avaient sous la main, donc des équipes de course de fond, je pense, et ils se sont aperçus que le mollet des Japonais était beaucoup moins tendineux, et c'était pas sur la qualité du tendon cette fois-ci, mais sur la surface tendineuse que le mollet des Africains. Il suffisait d'ouvrir mes livres et tu les avais dedans. Je t'avais fait les schémas. Moi, je dessine des Africains, je dessine des Européens, je dessine des Asiatiques depuis des décennies pour expliquer ça. Au début, on s'est foutu de ma gueule. Maintenant, je suis encensé par tous les pros, à part les zététiciens qui disent que je dis des conneries jusqu'au moment où les études arrivent et les études leur mettent très profond. Vous m'avez diffamé et maintenant vous devez vous excuser parce que les études prouvent que ce que j'ai dit était juste. Donc ils ont fait les études sur les membres inférieurs des Japonais et des Kenyans en course de fond et ils sont aperçus que le Kenyan était tout en restitution énergétique dans de longs tendons et que l'Asiatique japonais, lui, avait alors je me souviens, japonais, chinois, je crois que c'est japonais, ouais, avait des muscles beaucoup plus longs et peu de tendons, ce qui n'est pas cool pour restituer l'énergie cinétique de la course et rebondir quand on court. On est comme une gazelle, les gazelles rebondissent à fond, c'est bon. Ça permet de se déplacer sans produire trop de chaleur et en récupérant l'énergie cinétique. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de comprendre ça. Voilà. Et c'est pour ça que les Africains font des champions de course le plus souvent et que les Européens n'en font pas parce que c'est pas qu'ils sont faits pour la course, ils sont faits pour pas monter en chaleur. Et du coup, quand tu montes pas en chaleur, t'es bon en course et en saut, comme les Maasai. Voilà. Et là, tu as un petit schéma qui te montre à peu près, j'ai mis un Asiatique et un Africain, le développement musculaire. Tu vois que l'Asiatique, c'est comme un Européen du Nord qui n'a pas bouffé de lait. Il a des membres courts, bien sûr, et un bloc moteur vers le bas. C'est avec ça qu'il se déplace. C'est pour produire de la chaleur en climat froid. Et l'Africain, lui, bloc moteur vers le haut et mollet extrêmement tendineux. Je pourrais rajouter les ischios qui sont tendineux aussi, pour, en fin de compte, ne pas produire de chaleur et utiliser justement là la récupération énergétique, l'énergie cinétique de la chute. Voilà, pareil, c'est des études qui avaient été faites déjà, ça c'est pas de moi, mais ils n'avaient pas fait les conclusions. Vous avez ici un Africain et ici un Asiatique, j'ai mis à la même taille, et vous avez ici l'Africain qui a un gros fessier avec qui projette la jambe en arrière et ce qui compense vers l'avant, son antagonisme, c'est un psoas qui est en profondeur, qui est très massif chez les Africains en général. Et vous avez ici un Asiatique, petit fessier, cul plat, comme vous avez pu remarquer des fois, et vous êtes un petit psoas en profondeur qui n'est pas très développé. Donc l'antagoniste du fessier, celui-là fait la propulsion au sol, terrible chez les Africains, vous voyez, ils ont les fesses très développées, et le bassin aussi, alors les fessiers très développés, et un bassin projeté vers l'arrière pour se déplacer en fessier et éviter justement de produire de la chaleur vers le bas du corps. Et là, ça fait un bon bloc moteur parce qu'il faut produire un minimum de chaleur. Donc on le comprend, c'est toujours très intéressant de comprendre pourquoi certains sont champions et certains ne le sont pas. Vous avez un néandertalien qui se déplace ici, un Européen africain de la même époque, à peu près, et vous avez ici bloc moteur, récupération de l'énergie dans le déplacement, puisqu'il ne produit pas beaucoup de force dans les mollets, puisqu'il est en récupération énergétique dans les tendons, dans les tendons des ischios, semi-membraneux, semi-tendineux, qui portent bien leur nom, ils sont tout tendineux, et pire chez les Africains que chez les Européens, et le fessier, vous avez qui va produire le déplacement de la marche, et chez l'Européen, une marche qui est en quadriceps bas, et beaucoup jumeaux, triceps sural et solaire, pour produire de la chaleur. C'est pas très économique, mais pendant les périodes glaciaires, et en Sibérie, c'était cool et ça vous évite de geler et ça vous permet de produire de la chaleur et de maintenir une température constante. Nous sommes, bien sûr,
des endothermes, homéothermes, nous, voilà. Hein, et donc, il faut produire de la chaleur pour se maintenir à une température constante en hiver pour nous, et l'Africain il est obligé de ne pas en produire pour se maintenir à une température constante sous son climat très chaud l'été et l'hiver. Hein, c'est pareil souvent sous les tropiques. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous expliquer pourquoi les Maasai sautent haut. Ce n'est pas que culturel, c'est parce qu'ils sont montés sur ressort, hein, et ces ressorts sont faits pour ne pas monter en chaleur. Donc maintenant, quand vous penserez à moi, vous direz qu'il y a la règle de Bergman et d'Allen. La règle de Bergman, c'est on se rapproche de la forme de la boule quand on va au nord, hein, et on est plus volumineux, hein, pour avoir un maximum de chaleur, pour conserver de la chaleur. Les animaux du nord sont plus gros que les animaux du sud en proportion. Hein. Un tigre de Sibérie est plus gros qu'un tigre du Bengale, hein, en général. Et vous avez, et vous avez la règle d'Allen qui fait que les extrémités au nord sont plus courtes que les extrémités au sud. Vous voyez, les Néandertaliens, particulièrement, avaient des membres courts, hein, et puis un gros buste, hein, rempli de gras au centre, hein, pour passer l'hiver, et des bras relativement courts, des membres relativement courts, surtout au niveau des tibias, puisqu'en général, c'est les extrémités qui commencent à se rabougrir ou à grandir. Hein. C'est génétiquement fait comme ça. Il y a des règles, quand vous regardez le développement embryonnaire, hein, c'est très intéressant de comprendre qu'il y a un développement spatial et temporel, hein, humain, hein, donc pareil pour l'évolution des individus. Donc on a chez les Néandertaliens qui sont au nord, des Dénisoviens, même si on a que des dents ou des phalanges, ça doit être la même chose puisqu'ils habitaient au nord. Hein. De toute façon, vous avez les Inuits, hein, les Esquimaux, qui vous montrent un peu un physique de Néandertalien, même s'ils ne le sont pas, ou ils ont maintenu un peu des gènes, mais ils sont peu, hein. Ils sont peu Néandertaliens, même si on est métissé à Néandertal. Hein, ce sont des adaptations au froid, avec membres courts, gros volume. Néandertal était pas très grand, mais 70, 72, les Africains sont plus grands, hein, les sapiens africains étaient quand même costauds, surtout les chasseurs-cueilleurs au néolithique, quand ils sont remontés, ils ont maigri un petit peu, pas maigri, ils ont rétréci en taille, ils étaient plus malades, mais plus nombreux à cause de problèmes nutritionnels. Mais c'est intéressant de voir ça. Alors vous avez la loi de Bergman, hein, être plus gros au nord, une forme de boule, et là la règle d'Allen, où les membres réduisent au nord, tout en étant plus volumineux pour une même espèce, hein, pour s'adapter au froid. Et là-dessus, vous avez la règle de Lavier, qu'on pourrait appliquer aussi, qui est celle de produire plus de chaleur au nord par des leviers moins bons et des muscles plus gros dans les extrémités. Alors, pour l'homme, parce que pour des animaux comme les ongulés, il y a des systèmes différents d'hypervascularisation des extrémités et tout tendineux, hein, parce qu'ils n'ont pas, comme nous, des mollets. Hein, mais nous, on a récupéré ça. Donc, pour les hommes, tu as la règle de Lavier en plus, qui est faite pour produire de la chaleur dans les membres inférieurs par contraction musculaire. Hein, et au sud, pour nos amis africain, hein, le fait d'économiser en produisant un minimum de chaleur lors des placements, en remplaçant ça par de longs tendons qui vont récupérer l'énergie cinétique. Voilà, donc normalement, tu as la règle de Bergman, la règle d'Allen et la règle de Delavier qui avait été passée sous silence, qui n'avait été pas observée. Il faut simplement être un mec comme moi, un génie qui mérite le prix Nobel, mais pas là-dessus. Là-dessus, je mérite une publication Science. Pour le prix Nobel, c'est tout mon passage sur le langage et sur le développement du cerveau, et sur qu'est-ce qui a fait exploser le cerveau en volume, et qu'est-ce qui a donné à l'homme la spiritualité, et comment l'homme est devenu l'homme, et qu'est-ce qui a fait exploser. Hein. Et c'est les notions de temps, bien sûr, et j'ai expliqué tout le processus, hein, vous l'avez là-dedans, pas que, hein, ça vous parle de la vie. Donc si vous voulez un livre pour comprendre le monde, hein, d'une façon non émotionnelle, tu as l'éveil des consciences, tu l'achètes, et si tu es un pauvre ou un indigent, mais là tu auras les dessins en plus, hein. Si tu es un pauvre, un indigent, comme il disait, sans dents, notre ami Hollande, eh ben, tu l'as gratuit sur ma chaîne Facebook, tu as l'éveil des consciences, tu as 26 heures ou 27 heures d'écoute, hein. C'est le travail d'une vie pour que vous compreniez qui vous êtes, en enlevant l'émotionnel et en comprenant toutes les relations énergétiques qui relient les individus entre eux, et comprendre aussi notre fonctionnement énergétique. Tout est basé sur l'énergie, hein, la prendre et la conserver pour rester en vie, hein, et l'utiliser pour rester en vie. Voilà, tout est basé sur l'énergie, comme on peut voir, guerre en Irak, le gaz, hein, concurrence énergétique Europe-Amérique. Voilà,
hein, guerre en Irak et guerre en Ukraine aussi, hein, concurrence énergétique, c'est guerre en Ukraine, Europe, Amérique et euh, des concurrences gazières et après le besoin d'être le leader dans les batteries lithium. Donc vous voyez, tout est énergétique, hein, que ce soit l'évolution humaine, l'évolution des espèces, que nos relations économiques et culturelles. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.